La politique sécuritaire en Afrique dans un contexte de prolifération des mouvements djihadistes, les enjeux du dégel des relations entre les États-Unis et Cuba 52 ans après l'imposition de l'embargo américain sur l'île communiste, les événements tragiques de Paris et la posture de l'Afrique face à ces événements, voici entre autres sujets que nous allons donc aborder dans le cadre de ce premier numéro de décryptage avec nos invités que nous avons sur ce plateau. Tout d'abord, je présente M. Henri Justin. Vous êtes magistrat et conseiller technique du ministre ivoirien de la Justice. Bonsoir. Bonsoir. Et juste à ma gauche, en face de lui, nous avons le pasteur Gadji Abraham, qui est aussi agrégé des facultés de droit à l'université de Cocody à Abidjan. Et il est également pasteur principal du centre évangélique Ebenezer de Côte d'Ivoire. Bonsoir et bonjour à tous les téléspectateurs de la fréquence et de la radio, en même temps, bien sûr, la télévision de la vie. Ok, justement, ok, merci à vous. Alors, le premier sujet que l'on aborde, c'est justement la politique sécuritaire en Afrique, alors que l'on voit une prolifération et un activisme vraiment fort des mouvements djihadistes sur le continent. Alors, quelle analyse faites-vous, M. Henri, de la montée en puissance de l'intégrisme religieux sur le continent ? Permettez-moi, à l'entame de cette émission, de présenter mes meilleurs voeux à la télévision Lumière Télévision. Oui, et à tous ces animateurs. Et formuler le vœu que le Seigneur Dieu Tout-Puissant puisse inspirer vos actions, guider vos pas tout au long de l'année 2015. Amen. Cela dit, parler de la politique sécuritaire de l'Afrique face à la montée du djihadisme, c'est un sujet passionnant, mais un sujet préoccupant pour nos États africains. Certainement. Nos États ont vocation à assurer le développement pour leur peuple. Mais cette volonté de développer leurs États se trouve annihilée par ce phénomène de l'insécurité et qui aujourd'hui prend un autre visage, le djihadisme. Lorsqu'on parle de djihadisme, je pense qu'il faut faire allusion au djihad, qui est un concept arabe. Lors de mes recherches, j'ai pu m'apercevoir que le djihad signifie refus, rejet, opposition, et même un penseur disait ceci: j'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent il n'y a d'autre divinité que Dieu. Il n'y a d'autre divinité que Allah. C'est une lutte contre... Donc c'est une lutte pour imposer tout ce qui n'est pas, imposer l'islam à tout ce qui n'est pas islam. Et aujourd'hui, nous avons des jeunes gens, des jeunes Africains qui s'adonnent au djihadisme. C'est-à-dire, c'est un engagement religieux. Ils s'engagent dans un engagement religieux, ils se forment, ils n'ont pas besoin d'aller dans des mosquées, mais se forment via Internet. C'est-à-dire qu'ils essaient de, faire sien les principes de l'islam, du djihad. Peut-être le principe de l'islam mal maîtrisé par eux. Parce que vous avez, quand il y a des actes qui sont commis, vous savez, il y a des voix qui se lèvent ça et là pour dire c'est pas ça l'islam. C'est ce qu'on entend. On essaie de recadrer les choses. Ce n'est pas ça l'islam. Donc, est-ce à dire que le djihadisme est une déformation ou bien une déviation de l'islam? Mais ce que l'on note, c'est que le djihadisme fait du mal. Justement. Alors, à ce niveau, pasteur Abraham, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de solidarité transrégionale entre les jeunes Africains, musulmans, qui se sentent quelque part concernés par ce qu'ils peuvent appeler sévices ou maltraitance que subissent d'autres musulmans, au Moyen-Orient notamment? Merci. Je voudrais, c'est pas juste, il y a une tradition, mais il serait très bien quand je puisse m'inscrire dans la logique d'exprimer des vœux les plus chaleureux à LMTV, à sa direction, à toute l'équipe, mais aussi aux téléspectateurs et téléspectatrices de cette chaîne qui apporte la lumière, que Dieu cette année vous accorde d'aller au large dans tous les domaines de votre vie.
Encore une fois, mais... Ceci étant, je ne veux pas répondre à la question de manière immédiate, parce que cette question tisse en source d'un contexte qu'il faut rappeler. Il est vrai que bon, l'esprit djihadiste a toujours existé, mais il faut situer, je veux dire, l'action qui a lieu maintenant, l'action qui a lieu maintenant dans un contexte plus ou moins, je ne dirais pas historique, mais en tout cas récent. C'est d'abord la remise en cause de l'hégémonie. L'hégémonie, c'est bien sûr la tendance à la domination. Remise en cause de l'hégémonie, notamment occidentale. Bien sûr, qui a activé, qui a attisé, qui a alimenté la haine, une haine contre l'Occident qui semble être arrogant, qui semble être puissant, vouloir dominer sur toute chose, tout ce qu'il veut et qui ne respecte personne. Donc, ça fait partie, je dis bien, c'est justement pas trop, je suis en train d'expliquer un peu l'esprit, l'activation de ce mouvement-là. L'argument a d'ailleurs été défendu par Ben Laden en 2020. Ça vient aussi de ce qu'on appelait à un moment donné, ce qu'on appelle les raw states, c'est-à-dire les États voyous, les États perturbateurs. On avait affaire à bien sûr à une guerre symétrique, c'est-à-dire avec des États. Maintenant, cette guerre a pris une forme diffuse, où il n'y a pas de visage. Donc, il y a une sorte de tentative de remettre en cause l'hégémonie occidentale avec à sa tête les États-Unis. Et ne pouvons pas faire une guerre symétrique, c'est-à-dire ouverte. Alors, la tendance, c'est, bien sûr, c'est transformer en une tendance diffuse. Un peu comme l'air qu'on ne voit pas. Ça, c'est le premier aspect. Donc, il y a une dimension à la fois religieuse, c'est vrai, mais une dimension même politique. Aussi. Il y a une sorte d'expression, n'est-ce pas, d'un rejet lié à la frustration de voir que certains peuples, certaines communautés seraient mal vues, maltraitées, ou le Coran ne serait pas respecté. Ça, c'est une première lecture. Mais en réalité, au-delà de cette lecture, il faut faire notre lecture qui consiste également à dire c'est aussi une guerre d'hégémonie aussi, imposer son point de vue, imposer sa conception du monde. Et cette conception du monde qui n'est pas forcément vient-tu partager peut aboutir forcément à des contestations. Et dont le visage le plus parlant, le plus visible, le plus clair, s'est exprimé depuis le 11 septembre. À partir du 11 septembre 2001, on a vu une autre forme de violence, une forme de terrorisme, bien sûr qui existait déjà, mais qui a eu une ampleur, qui a connu une ampleur jamais égalée et qui commence maintenant à se répercuter en France ou même en Afrique. Et qui a certainement dégénéré donc à partir de l'offensive américaine en Afghanistan et en Irak après. Beaucoup de musulmans en Afrique se sont sentis concernés pour se dire mais attends, est-ce qu'on n'est pas en train d'agresser le monde arabe? Oui, en fait, donc il y a un peu ce contexte-là, bien sûr, historique qu'il fallait peut-être rappeler, qui s'inscrit dans une logique même de confrontation, parce que les relations internationales sont des relations de confrontation. On voit la confrontation Est-Ouest à travers la guerre froide, mais c'est une confrontation, je dirais, Nord-Sud. Mais les confrontations maintenant des civilisations, ce qu'on appelle les civilisations occidentale et civilisation non occidentale, principalement musulmane. Donc en fait, nous sommes dans un système un peu de tension qui en réalité, je veux dire, procède d'un ensemble de cohabitation quasi impossible, il faut le dire. Et je pense qu'au-delà de ce discours qui peut être un peu théorique de prof d'université, je dois faire une lecture spirituelle. Nous sommes dans la logique des signes qui nous indiquent que le monde ne va pas mieux, le monde n'ira pas mieux. C'est sûr et certain, on va vers des tensions et probablement on a des indices de la mise en place d'un gouvernement peut-être qui va être mondial de sorte à pouvoir rétablir l'ordre, enfin la paix et la sécurité qui constituent la raison d'être de l'ONU. Donc pour moi ce qui se passe ici ne sont pas des signes anodins, c'est des signes qui nous conduisent progressivement vers la mise en place d'un système qui serait un peu plus, je dis, qui serait coordonné, ordonné, dans lequel on aurait des personnes qui domineraient, et on a des indices, c'est un peu aussi la contestation de ce système-là qu'on peut voir à travers, bien sûr, ce qu'on peut appeler Diad, sans justement justifier, ils sont en train de montrer qu'il y a une lecture plurielle qu'on peut faire. Tout à fait, de ce phénomène que l'Afrique vit aujourd'hui. Alors, on en vient donc à cette question, M. Nri. Est-ce que dans un pays comme le Mali ou encore le Nigeria, dans des pays comme ça, est-ce qu'on ne peut pas combattre ce phénomène justement en s'attaquant à des réalités politiques ou culturelles? Je prends le cas du Mali. Les mouvements ont prospéré du fait certainement des frictions qu'il y avait entre communautés Touareg au nord et les Bambara au sud. Au Nigeria, pareil, entre les Haoussa qui se disent marginalisés et les autres Nigérians au sud. Est-ce que quelque part, l'islamisme n'a pas prospéré à partir de ces conflits-là qui existaient depuis longtemps déjà? Je voudrais rebondir sur ce que le professeur était en train d'indiquer. Vous savez, ce qu'il faut comprendre, il s'agit de quoi? Il a parlé d'hégémonie, c'est-à-dire refus de la domination. Tout à fait. Le monde dans lequel nous sommes,
il est appelé le monde judéo-chrétien. Ce monde a été dominé et est dominé jusqu'aujourd'hui par cette philosophie chrétienne. Et aujourd'hui, nous avons en face un nouveau mouvement, qui est le mouvement islamique. Islamiste, oui. Et Boko Haram dit il est contre l'éducation occidentale. Oui. Et cette éducation occidentale tire sa source de quoi? De l'évangile. Tout à fait. Toutes nos lois sont inspirées en majorité du christianisme, du judéo-chrétien. Donc aujourd'hui, il y a le refus de la domination. Naturellement, on pourrait saluer tout être humain naît libre, tous les êtres naissent égaux et en droit. Donc, c'est une excellente chose que de vouloir s'affranchir d'une certaine domination. Mais à la place de cet ancien ordre, qu'est-ce qu'on nous propose à la place? Un nouvel ordre mondial dominé par l'islam. Avec un mode de pensée unique. C'est cela qu'il faut comprendre. Donc, ce n'est plus une question politique. Ce n'est plus une question sociale, mais c'est une question spirituelle. Une volonté d'imposer une croyance. Aujourd'hui, la montée de l'islamisme s'inscrit dans ce que la Bible appelle les signes des temps. Un nouvel ordre mondial qui va supplanter l'ordre qui existe. Aujourd'hui, la traduction de toute cette idéologie, c'est au Mali. Lorsque le Nord Mali, à la suite de la guerre de la Libye, tous ces mouvements terroristes qui étaient armés, qui se nourrissent du trafic de la drogue, sont descendus et ont occupé le Nord Mali. Et vous savez que tout de suite, ils ont substitué aux règles et pratiques qui avaient cours, les règles de la charia. Est-ce qu'ils n'ont pas bénéficié justement de la caution, de la complicité des populations locales, justement, qui étaient elles-mêmes frustrées auparavant? Au degré comme de force, ils ont été imposés, ils ont été soumis devant une arme. Je dirais comme quelqu'un, la guerre s'est imposée à eux. Ils n'avaient pas le choix. Et puis, ils ont bien choisi le terreau où ils devaient prospérer. C'était là, c'était favorable. Oui, c'était peut-être le moyen aussi de faire porter ces revendications. Il ne faut pas oublier que l'islamisme ne s'installe, ou bien le terrorisme ne s'installe que dans des États faibles. Des États faibles. Le Mali n'était plus un État. Le Mali n'avait plus d'armée. Le Mali ne pouvait pas faire face à la montée de l'islamisme. Et surtout la déconfiture de la Libye. Et nous assistons aujourd'hui au Nigeria, au Cameroun, etc., au nord, même au Niger, au Tchad, etc. Donc, véritablement, c'est un phénomène auquel nous assistons. Aucun pays africain n'est à l'abri. Justement, à ce niveau, est-ce que, pasteur, vous pensez que la solution militaire a démontré ses limites et qu'aujourd'hui, elle ne doit plus être privilégiée dans le règlement de ce phénomène, de cette situation? Oui, avant d'arriver à tenter d'apporter une réponse à la question liée à la solution militaire, il faut dire que ce que nous vivons aujourd'hui, et je suis d'accord avec le président Justin, procède d'une série d'erreurs, erreurs de jugement, erreurs d'appréciation, erreurs d'intervention. Voilà, une trilogie d'erreurs. Erreur de jugement, parce qu'on a vu dans le cas de Saddam Hussein, il a été dégagé, il a été tué, et l'Irak est devenu un pays quasiment désincarné, complètement désincarné. Littéralement défiguré. Il n'a pas fallu le fragiliser, mais le maintenir en vie, en suivance, pour qu'il y ait une histoire de stabilité. Seconde erreur d'appréciation, c'est le cas de la Syrie. On veut dégager Assad, qui lui est assez laïque, qui respecte aussi bien les musulmans, c'est vrai, mais en Syrie, il y a quand même une communauté. C'est le régime duquel tous les citoyens se sentent libres. Les chrétiens, des chrétiens, voilà, qui le respectent. Et qui se réfugient à Damas, il faut le dire. Parce que on veut le dégager, il a été fragilisé. Et les autres qui étaient donc en Libye, chasser de l'Irak, sont allés massivement combattre
contre l'armée de Syrie. Et encouragé par Et les encouragé. puissances occidentales. Bien sûr, bien sûr. Trois séries d'erreurs, c'est avec le cas de la Libye. Moi, je sais pas, j'étais pas un ami de Kadhafi. C'était pas un démocrate, c'était un dictateur, c'est vrai. Mais fallait-il le liquider ainsi? Parce que le dictateur, dans ce cas, je pense qu'on aurait très peu de chefs d'État africains ou même du monde qui survivraient, parce que beaucoup ont en eux les gemmes de dictature. Il y a eu des séries d'erreurs, de sorte que ces pays qui permettaient d'avoir une sorte de stabilité ayant été déstabilisés. C'était des sortes de On remparts. a laissé absolument. Donc, il y a d'abord ça. Alors, devant ces séries d'erreurs, il faut d'abord, bien sûr, pour moi, je ne suis pas un ingénieur ou un expert en solutions militaires, mais on voit que la violence agit la violence. Mais c'est vrai aussi que devant des personnes qui sont complètement assourdies, engagées, qui ont leur foi et qui savent que si elles meurent, elles vont au paradis, il n'y a pas de négociation possible. Mais la violence militaire n'est pas la seule arme. Pour moi, il faut multiplier d'autres solutions, d'autres approches. Peut-être approcher tous ceux qui sont des guides religieux, des guides politiques, pour voir comment on peut concrètement apporter des solutions, bien sûr, aux problèmes qui se posent au niveau de la violence. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut absolument regarder. Impliquer les communautés aussi. Je vais même au-delà. Je vais même au-delà. Je pense aussi que l'Occident, par exemple, avec lui, a transporté pendant des années le visage de la foi chrétienne. Ben bon, on sait qu'aujourd'hui, ils sont plus du chrétiens. Oui, c'est À clair. grande partie. Il y a une sorte de déchristianisation complètement. Et je pense même que le principe de la laïcité est érigé en religion. Tout à fait. Aujourd'hui. Pour moi, c'est devenu une forme de religion. Tout à fait. Être laïque, c'est être religieux. On est croire, d'essayer de ne pas croire et de ne pas croire, de croire à rien du tout. Et là, vous voyez que il présente donc, l'Occident présente le visage ou bien la figure des personnes qui sont des mécréants, entre parenthèses, et qui peuvent se permettre de donner des lois liberticides qui tuent complètement. Bien sûr, au nom des droits de l'homme, il n'y a pas d'interdiction, il est interdit d'interdire. Donc, eux-mêmes, ils sont dans une logique de contradiction. C'est pourquoi on parle des fois de paradoxe de contradiction. Donc, devant bien sûr cette situation, il y a la réponse militaire, c'est vrai, mais il y a même une réponse d'ordre moral et spirituel. Il faut que ceux qui semblent défendre apparemment l'idéologie chrétienne eux-mêmes se convertissent vraiment, changent des discours, changent de langage et qu'ils soient vus non pas comme des mécréants, non pas comme des gens qui veulent dominer, assujettir, anéantir forcément je vais dire un grand mot, pour assouvir leurs désirs et leur domination et leurs besoins, mais soient vus comme des hommes capables d'avoir des références morales et spirituelles, ce qui n'est pas encore le cas. Donc quand on a affaire à des ultra religieux qui sont des islamistes, ils voient l'Occident comme étant des mécréants qu'il faut annuler, qu'il faut éliminer. Bien sûr, c'est un discours que je ne tiendrai jamais. Tout à fait. C'est un discours qui ne prospère pas. C'est votre point de vue. Il faut être un peu dans l'esprit de ceux qui pensent ainsi. Bien sûr, je conteste ce discours et je ne peux jamais accepter qu'au nom de Dieu, on puisse verser du sang. On puisse verser du sang parce que d'abord, tu aimeras te prochain comme toi-même. Quand on aime, on ne tue pas. Quand on aime, on fait du bien. Et on pardonne à ceux qui nous ont offensés. On a vu le message du Christ. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ce discours, c'est ce que nous tenons, nous, au niveau chrétien. Mais je ne parle pas des musulmans, je parle des islamistes et des fondamentalistes. Alors justement, est-ce que l'idéologie, avant de passer à l'autre sujet, est-ce que l'idéologie chrétienne, est-ce que la conception chrétienne n'a pas été substituée de façon malhabile par ce concept de la démocratie qui donne accès donc à toutes sortes d'expressions de liberté peut-être mal contenues, justement, comme le pasteur le disait tout à l'heure? Oui, je suis entièrement d'accord avec le pasteur. Mais ce qu'il faut noter aujourd'hui, on parle de la montée de l'islamisme. Mais de l'autre côté, on assiste à l'apostasie de l'Occident. C'est vrai. Parce que c'est parce que le christianisme a reculé que l'islam connaît aujourd'hui une montée. Parce que, regardez, en Occident, je veux dire, spirituel, peut-être. Donc, vous savez, pourquoi nous avons dit au début que le monde d'alors était un monde marqué par le christianisme. Mais aujourd'hui, vous savez, forme de christianisme, aujourd'hui c'est vrai. Bien que étant clairement éloigné de la Bible aussi. Aujourd'hui, on assiste à une inversion des tendances. Et donc, la guerre, si on peut parler de guerre entre guillemets, la confrontation va se faire au niveau spirituel. À la montée de l'islamisme, c'est-à-dire, à cet apogée de l'islam, il faut opposer aussi le réveil dans le monde occidental
et même dans le monde tout entier. Tout à fait, le réveil spirituel du christianisme. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout à fait. Parce qu'il n'y a que ça. Parce que la force du Christ est au-dessus de tout autre pouvoir. C'est ça. Soyez sereins, j'ai vaincu le monde, vous disait le Seigneur Jésus-Christ. Alors rapidement, avant de passer au second sujet, qu'est-ce que vous pensez de l'efficacité d'éventuelles solutions qui impliqueraient un renforcement de la coopération sécuritaire entre nos États? Rapidement, alors, en deux mots, pour parler de la solution, parce qu'il faut une réponse face à l'insécurité grandissante qui déstabilise nos États, il faut mutualiser les efforts. Il faut développer des stratégies régionales. On en assiste à chaque fois à des réunions, à des conférences, à toutes sortes de colloques, mais il n'y a jamais de réunion de trop. Il faut pouvoir commencer quelque part. Nous avons des regroupements, la CEDEAO, qui a une commission sécurité et paix, donc qui élabore des stratégies. Parce que, voyez-vous, nous avons un adversaire qui est puissant. Le terrorisme. Surtout qui est déterminé. Et un seul pays ne peut pas faire face. C'est clair. Nos États sont fragiles. Et on a des problèmes de politique interne aussi. Problèmes de développement interne. Il faut donc mutualiser les efforts. Il faut élaborer des stratégies communes. La Côte d'Ivoire le fait au niveau de l'union du fleuve Mano, qui regroupe la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria et la Côte d'Ivoire. Et au niveau de la CEDEAO, il faut mutualiser les efforts. Et puis, une fois qu'on aura élaboré une stratégie, on pourra compter toujours sur l'appui des partenaires au développement. C'est peut-être le petit péché. Alors, rapidement, votre avis là-dessus. Juste trois niveaux. D'abord, le niveau spirituel, je suis d'accord avec le niveau spirituel. On ne le dit pas assez, mais le mouvement évangélique est actuellement le mouvement qui a le taux de croissance le plus élevé en comparaison de tous les autres mouvements. On dénombre environ 700 à 800 millions de chrétiens évangéliques dans le monde en espace d'un siècle. Donc c'est un mouvement qui doit continuer. Je pense qu'il y a ce retour nécessaire à Dieu. Je parle de l'évangile, du vrai évangile. Du véritable évangile. Pas la foi chrétienne, la vraie foi chrétienne qui consiste à une vraie repentance, une adhésion aux valeurs de Christ. Pas seulement aux valeurs, mais à la vie de Christ qui apporte la transformation. L'amour est plus puissant que la mort. Et peut-être pas cette foi chrétienne associée. Mais absolument. Premier niveau. Deuxième niveau, c'est aussi la question de l'éducation, à la base. Éduquer, enseigner, former, mais complètement depuis la base. Enseigner les valeurs, bien sûr, d'amour, de fraternité, de respect, mais aussi, troisième niveau, des moyens de développement économique. Parce que c'est vrai aussi que le tourisme naît, quand on voit qu'à la France, dans les quartiers délaissés, pauvres, démunis, vous imaginez un peu un enfant éduqué, bien éduqué, qui a fait les grandes universités, je ne le vois pas en train de devenir islamiste, enfin je dis terroriste. Je pense qu'il y a cette considération, bien sûr, ce que je n'ai pas vrai à 100%, mais la dimension, je vais dire, éducationnelle est une dimension qu'il ne faut pas négliger pour moi. Tout à fait, c'est clair. C'est une réalité aussi. Spirituelle, économique. Est-ce que vous croyez en la coopération régionale, en la mutualisation des efforts dont on parlait tout à l'heure? Mais absolument, d'abord, nos frontières sont poreuses. On a des organisations, on a la CEDEAO au niveau de l'Afrique de l'Ouest, on a bien sûr d'autres structures comme la CEMAC, et bien sûr la SADC et tout ça, l'Union africaine. On doit avoir, c'est aussi le temps pour l'Afrique d'avoir une armée forte, enfin des armées fortes. Là, je suis tenté de vous demander pourquoi jusqu'à présent ça n'a pas marché. On a eu les Comores, on a eu la force nattante. Mais parce que les moyens financiers n'existent pas, les gens sont mal formés. Est-ce qu'on n'attend pas toujours que tout vienne de l'Occident? Ils ne sont pas prêts à mourir pour un salaire de 200 000 francs CFA par mois. Ils refuseraient de mourir pour 100 000 francs. Est-ce qu'il n'y a pas une division aussi au niveau de nos instances, au niveau de nos États africains, entre différents blocs, peut-être, ça se voit au niveau de l'UA? Non, vous savez, ce n'est qu'un aspect des choses, mais face à la sécurité, un mot peut-être dessus, rapidement. Face à la sécurité, on doit pouvoir taire ses égaux. Oui. Parce qu'il s'agit d'une question de survie. Si on parvient à le faire. Tout ce qu'il faut aux Africains, à nos armées africaines, c'est d'avoir les moyens. C'est les intérêts concordants. Voilà. Surtout une vision commune peut-être. Tout à fait. Alors, on va donc changer de cap, changer de continent et on part en Amérique pour parler donc de la détente des relations américano-cubaine entamée depuis 1998 par le président Bill Clinton avec un allègement des sanctions donc, à l'endroit de l'île communiste. Alors, comment expliquer donc ce geste du président Obama qui récemment a entamé un rapprochement historique avec le président Raúl Castro? Je pense qu'il faut saluer cette action. Parce que il nous souvient de
de comprendre que cela fait 50 ans, près de 50 ans que les relations diplomatiques, les relations tout court entre Cuba et les États-Unis étaient dans une période depuis la prise de pouvoir du président Castro. Donc, ces relations-là, aujourd'hui, que le président Obama annonce la reprise ou la normalisation des relations avec Cuba, est une excellente chose qu'il faut saluer. Ça va permettre, au plan diplomatique, d'établir des relations sur le plan économique, parce que quand même c'est le voisin le plus proche des États-Unis. Les Américains seraient très heureux. Les usines, les industries américaines pourraient s'installer. Les détenus de part et d'autre, détenus qu'on appelle détenus politiques, pourraient être libérés. Ce qui a déjà commencé. Ça va commencer déjà. Et donc, plusieurs mesures. Bon, c'est vrai que ça a été annoncé, mais il faut que cela soit accompagné de mesures concrètes. Est-ce qu'on peut pas créer, à ce niveau, justement, l'opposition annoncée des Républicains? Très bien, mais avant cela, il faut quand même rappeler, parce que tout le monde n'est pas forcément au courant de ce qui se passe, avec l'arrivée au pouvoir de Castro, Fidel Castro, en 1959, le Cuba s'est carrément rapproché du RSS, avec à l'époque une période de tension. On était déjà dans la période de guerre. On venait juste de la Première Guerre mondiale qui était née. Donc Fidel Castro s'est rapproché de la Russie. Et vous voyez que Cuba est à 45 minutes d'avion de Miami. Imaginez un peu un ennemi dans votre cour, donc dangereux. Et finalement, donc, il y a eu une sorte de malaise qui a été créé parce que justement, les États-Unis ont tenté ce qu'on appelait la tentative de la paix des cochons en 1961 pour récupérer le pouvoir, enfin, renverser Castro, ça n'a pas marché. Et donc, il y a eu une radicalisation de la position de Cuba qui s'est rapprochée davantage des États-Unis, qui a participé à des guerres de libération un peu partout. Donc, il fallait absolument que cette situation soit réglée. Deuxième chose que je veux dire, c'est que Obama a voulu entrer dans l'histoire. Pour moi, c'est un vrai coup de poker. Il a voulu entrer dans l'histoire. Le premier noir à être élu président des États-Unis, c'est formidable. Mais qu'est-ce qu'on réussit un an avant la fin de son mandat. Au titre de son bilan, c'est quoi finalement? Donc il y a des grands coups comme ça, ce qu'on appelle des changements qui se produisent sur le plan sociologique ou dans les relations internationales ou dans ce qu'on appelle la politique internationale. Il a voulu marquer un grand coup de la politique internationale des États-Unis en se rapprochant du voisin le plus proche, mais qui a même aussi été un ennemi juré parce que Cuba a été parmi les États, ce qu'on appelle les Rose States, les États voyous, les États perturbateurs, au même titre que la Libye. Même titre que l'Irak. Peut-être parce qu'il ne voulait pas se conformer aux règles de la basse-cour. Bien sûr, donc finalement, en réussissant ce coup, ce rapprochement, avec, dans les semaines à venir, mois à venir, la nomination d'un conseil spécial, ou dans le cas d'un conseil spécial qui aura peut-être le statut, mais de manière officieuse d'ambassadeur, il réussit un coup dans 2 ans, même dans 2 ans, dans l'année prochaine, il part, il rentre dans l'histoire. Pour moi, c'est d'abord cela. Évidemment, l'opposition républicaine était une position normale. On est en politique, il ne faut pas laisser dresser le tapis rouge sur les pas de votre adversaire. Il faut le saluer au maximum, montrer qu'il ne vaut rien, qu'il n'a rien fait, que tout ce qu'il fait n'est pas opportun, de sorte à le contester dans les urnes. Donc je pense que l'opposition, républicaine doit s'inscrire dans une logique de contestation en vue des élections qui sont prévues l'année prochaine. Alors, M. Ndri, qu'est-ce que vous pensez justement de la posture des profondeurs donc, de cette politique de rapprochement-là qui estime justement que le fait que Obama tente un rapprochement avec Raúl Castro, qui n'est que l'émanation de son frère Fidel malade, n'est pas une manière pour les États-Unis, grande démocratie dans le monde, de cautionner justement un régime dictateur? Oh, je n'ai pas la même lecture. Le pasteur a parlé de, mettre la normalisation des relations entre Cuba et les États-Unis à l'actif du bilan. Mais je penserais plutôt à autre chose. Qu'est-ce que les deux peuples gagnent dans la normalisation des relations? C'est cela. Cuba, c'est un pays pauvre, qui est juste aux à côté des États-Unis. C'est un pays pauvre. Mais la normalisation des relations économiques, qu'est-ce que ça va apporter à l'économie cubaine? C'est ça qui est important. C'est vrai, au-delà de l'acte fort qu'a posé Obama, qui pourra le faire entrer dans l'histoire, mais c'est ce que les populations retirent
de cette normalisation. Maintenant, les contestataires, ceux qui s'opposent à cette bonne guerre, bien sûr. Enfin, ils voient le régime castriste comme un régime liberticide qui jusqu'à présent ne pose aucun acte fort pour garantir les libertés d'expression sur l'île. D'ailleurs, remarquez que Raúl Castro a dit qu'il faudrait que la normalisation des relations respecte les intérêts des uns et des autres. C'est-à-dire, moi je suis socialiste, vous êtes des libéraux, mais il ne faudrait pas que vous alliez au fond. C'est-à-dire que vous touchiez aux règles de la démocratie, etc. Ça, Raúl Castro, il a exprimé. Peut-être une manière d'allier la concession, justement. De dire à Obama, c'est vrai que nous voulons bien ouvrir nos portes, mais il faut respecter notre identité. Mais l'équilibre des relations, c'est utopique aussi d'y penser. Bon, enfin, dans tous les cas, un peu difficile. Cuba sera tôt ou tard amené à se ranger. Justement. Parce que c'est la règle des relations internationales. Là, je pense que ce que vous dites là est vraiment intéressant parce que cela pourrait peut-être paraître en amont comme une manière de sonner le glas du régime communiste sur l'île cubaine. Le fait qu'il y ait ce rapprochement là va donc contraindre le régime castriste à s'ouvrir davantage, à multiplier les actes d'ouverture vis-à-vis de l'opposition et donc peut-être d'ouvrir la voie à un changement de régime. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai parlé de la politique étrangère des États-Unis qui change parce qu'on est encore. Il y a eu une sorte de réjouissance de la guerre froide avec la question de l'Ukraine qui a eu son point fort avec l'annexion de la Crimée. On est la Crimée, on est vraiment. Le détachement de la Crimée peut-être. Oui, on est dans une situation de détention. Donc, tout à fait. Et cette guerre continue parce qu'en fait, on voit un peu qu'on aura l'occasion d'en parler peut-être que l'URSS est un peu acculé, un peu reculé, l'euro perd sa valeur. Et donc si on peut groupiller à côté pour se faire des amis, c'est tant mieux. Mais je vois au-delà de la question des relations internationales, il y a aussi, et ça je crois fortement, c'est aussi un clin d'œil à la communauté, ce qu'on appelle les latinos, les hispaniques, les hispaniques, parce que effectivement en novembre 2016 il y aura les élections américaines. Il faut montrer que les démocrates sont des personnes qui ont intégré les latinos dans leur, bien sûr, à l'intérieur. Bon, moi, je veux même permettre la naturalisation, l'intégration de plus de 5 à 6 millions de personnes qui sont aux États-Unis, mais qui sont de manière illégale. Donc on voit qu'il y a une lecture à double niveau, lecture de la politique intérieure, lecture aussi de la politique étrangère, avec bien entendu la guerre froide livrée au bloc communiste, et donc en récupérant Cuba, forcément avec l'injection certainement de plusieurs milliards de dollars, on n'aura plus cette présence russe. Je dis que dans la crise qui a failli aboutir à la Troisième Guerre mondiale, il y a eu des menaces d'installation de missiles à Cuba. Cuba se trouve à peu près à 45 km, à 45 minutes de Miami, de Floride. Bon, vous imaginez un peu. Donc finalement, si les États-Unis récupèrent complètement Cuba, il réussit à évacuer ou à éliminer de son... Et peut-être à éteindre aussi, ce n'est pas notre sujet, peut-être le Venezuela, qui fait de la résistance de la région. Il récupère progressivement des ennemis. Il ne faut pas oublier que les États-Unis sont assez contestés au niveau donc, de l'Amérique. Parce que vous avez bien sûr, vous avez le Brésil, vous avez... Il y a d'inspiration bolivarienne aussi. Absolument. Cuba est un peu la porte d'entrée de l'Amérique latine. Donc un Cuba qui est en de bons termes avec les États-Unis, je crois que les États-Unis se porteraient mieux. Cuba qui est rentré dans les rangs. Oh oui, voilà, c'est ça. Il ne faut pas parce que c'est soufflé économiquement aussi. Aujourd'hui, économiquement, avec l'embargo dont ils ont souffert, c'est pas tenable. Je crois que... Il fallait aller à la décrispation, c'est tout à fait. Donc il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux sociaux. Et je crois que c'est bon pour tous. Alors la semaine dernière, la France a été secouée dans ses fondements avec des attentats tragiques à Paris qui ont fait 20 morts, dont les 3 terroristes justement qui ont été tués. Alors quelle est la posture de l'Afrique vis-à-vis de cette situation? C'est ce dont on va parler maintenant. Alors la première question, je me tourne vers vous, pasteur, pour vous demander comment vous vous sentez en tant qu'Africain lorsque vous voyez sur les images que les auteurs désignés de ces attentats-là étaient d'origine africaine. On est forcément mal à l'aise. Quand j'ai eu la photo d'Hamidi Coulibaly, j'étais mal à l'aise parce que c'est noir, il me ressemble. Je suis noir, il est noir. Il vient d'à côté aussi. Hein. Oui, bien sûr, mais il faut aller au-delà. Il est né en France, donc c'est un Français. Lorsque on a des grands footballeurs
qui ont fait le projet de la France. Vous avez plusieurs joueurs comme Desailly qui a été capitaine de l'équipe de France. On ne dit pas non, c'est un Ghanéen. Encore Zidane. On dit que c'était un Français. Zidane, on ne dit pas que c'est un Algérien, on dit que Zidane était un Français. Donc Ahmed Koulibaly était un Français, tout simplement. Donc cela dit, bien sûr, qu'il soit français, qu'il soit africain, qu'il soit américain, qu'il soit asiatique, c'est un être humain. Et forcément, être à la base de la mort de personnes innocentes au nom d'une croyance qui ne se justifie même pas et qui n'a pas de nom, pour moi, il n'y a pas d'explication. Au nom des caricatures qui sont jugées blessantes. Oui, au-delà des caricatures, parce qu'en fait, au-delà des caricatures, je veux dire, pour moi, ce n'est pas une raison qui peut justifier cela. Moi, j'ai eu l'occasion de regarder sur Internet, j'ai vu les caricatures que Charlie Hebdo a fait sur Dieu le Père, le Fils de Saint-Esprit. Je vous assure, si vous voyez ces images, vous attrapez vos têtes. En tant que pasteur, surtout, je m'arrête que vous avez dû ressentir. C'est insultant, mais j'ai vite zappé ça. Mais je ne vais pas prendre un pour dire non insulté. Moi, je crois à la foi chrétienne. Je suis chrétien, je suis pasteur. Je crois que sur la parole de Dieu, Dieu est Père, Dieu est Fils, Dieu est Saint-Esprit. Donc dès qu'on touche à ça, c'est la base de la foi chrétienne. Dès qu'on touche à ça, on touche à ma foi. Mais bon, ça ne me donne pas droit à crier, à tuer. Pour moi, je pense qu'il y a d'autres choses qui peuvent expliquer un peu le fait qu'on puisse réagir ici au nom de sa foi. La Bible dit d'ailleurs l'amour pardonne tout en 1 Corinthiens. L'amour est plus fort que l'amour. Alors, monsieur Nri, vous, quel était votre sentiment quand vous avez vu ces images-là d'Africains en train d'être cloués au pilori ainsi, non, je crois que l'immigration africaine peut-être. Je ne suis pas d'accord. Oui. Il ne s'agit pas d'Africains. Oui. Il s'agit de Français. Oui. Français d'origine africaine. Bien sûr. Ce sont des Mais tout de même Français. africains. Qu'importe. Donc il ne faut pas faire de stigmatisation. Il s'agit de crimes commis par des Français sur le territoire français. Attentats commis contre un journal, un hebdomadaire, c'est-à-dire le lieu même de la liberté d'expression. On doit s'interroger sur le mobile du crime. Pourquoi ont-ils attaqué Charlie Hebdo? Ils ont attaqué Charlie Hebdo au motif que cet hebdomadaire aurait fait la caricature. Non, a fait la caricature. En 2006, a fait la caricature. Oui, mais je veux dire, c'est bien avéré. Puisque fait la caricature de. Ou aurait outragé peut-être l'islam. Outrage. Voilà. Vous voyez, c'est pour cela que nous qui sommes chrétiens sommes différents de certaines personnes. On a accusé Christ de chasser les démons avec l'esprit de Belzébul. Mais il ne les a pas, il n'a pas appelé le feu sur eux. Il n'a pas demandé à ses disciples de les tuer. Si celui qu'on prétend défendre, il est suffisamment fort, je pense qu'il peut se défendre. Vous voyez la nature des deux systèmes. Cela dit, l'acte qui a été commis, il s'agit d'un attentat crapuleux. C'est une association de malfaiteurs, des jeunes gens qui sont allés pour un mobile religieux. Ils se sont attaqués au siège d'un journal. Ils ont tué froidement 12 journalistes. 8 journalistes. 8 journalistes. Et 2 autres personnes présentes au sein de la rédaction, 3 autres personnes et un policier aux abords, justement. Rien ne justifie, pour quelque motif que ce soit, qu'on donne la vie, et qu'on donne plutôt la mort à son semblable. Je pense que toutes les religions, à moins que les religions qui se veulent sérieuses, la personne humaine, elle est sacrée. En aucune manière, et pour quelque mobile que ce soit, on ne doit pouvoir donner la mort. Ça a été fait. Alors, oui, on pense que l'Afrique ne doit pas se sentir interpellée outre mesure parce que ceux qui ont commis, ce sont des Français. Parce que là, mais quelque part, quand on a vu un certain Hamdi Koulibaly, imaginez un peu ce qu'on ressentait du côté de Bamako. Mais en Côte d'Ivoire, par exemple, forcément concerné. Basile Boli, marqué un but pour la France. Les Français, c'est un souci. C'est quand même une fierté. Bien sûr. C'est cela que, malheureusement, vous savez, en France, lorsque nos footballeurs ils font des exploits, on dit c'est le français. Oui, bien sûr. Mais lorsque le jour il ne joue pas bien, c'est le franco-malien. Il ne faut pas qu'on rentre dans ces considérations. Ce sont des Français. Ce sont des Français. Ils ont été élevés. C'est des gens qui sortent des quartiers, des bas quartiers. C'est un problème d'éducation, de prise en charge. C'est des gens qui n'ont pas de repères.
C'est cela. Ça aurait pu être un blanc de souche. Mais juste en arrière, on a vu un Français, un blanc qui a égorgé des gens, égorgé des prisonniers américains en Syrie. Donc là, c'est un blanc. Je dis, c'est pas lié à la couleur de la peau. Le crime n'a pas de couleur. Pas se gêner pour cela. Non, le crime n'a pas de couleur. Il y a des criminels blancs, des criminels noirs. Ils sont mus par le même instinct, le même mobile, tuer. La passion du crime. Mais il ne faut pas s'oublier notre aspect, je suis d'accord avec le président. N'oubliez pas que ce n'est pas seulement un journal qui a été attaqué, on attaque aussi ce marché cachère. Bien sûr. L'attaque de la communauté juive. Justement, là. Et je dis quelque chose qui n'est pas tout à fait, qui n'est pas anodin. Vous voyez, on a vu un employé malien. Lassana aujourd'hui fait héros, Lassana Bathily, et qui est devenu maintenant, qui sera français, le héros de la prise d'otage des du fait que ceux qui étaient agressés sera naturalisé le mardi prochain. Voilà, donc vous voyez qu'un homme, quel qu'il soit noir, parce qu'on le met sur la peau, il y a le bon et le mauvais. Pourquoi est-ce qu'on encense, on fait de Lassana un héros? On lui va donner bien sûr la nation française. On demande même qu'il soit érigé vraiment en héros en France. Et puis on tirerait rapidement sur la mémoire parce que Koulibaly serait noir. Non, mais il faut être conséquent. Ce n'est pas lié à la peau, ce n'est pas lié à la race, c'est lié à l'homme. Le cœur de l'homme est mauvais de la parole de Dieu. Le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Qui peut le connaître? Jérémie chapitre 17, le cœur de l'homme est mauvais. C'est pourquoi Dieu ne doit pas mettre sa confiance à l'homme. Malheur à celui qui passe sa confiance à l'homme. Donc, je vois, c'est lié à la race humaine. Ce n'est pas lié à la peau, ce n'est pas lié à la taille, ce n'est pas lié bien sûr, à autre chose. C'est lié au cœur humain qui est mauvais depuis la naissance. D'ailleurs, qu'il faut relever dans cet attentat, vous voyez, les mobiles ne sont pas les mêmes. Quand on attaque Charlie Hebdo, mobile, caricature du prophète Mahomet. Mais lorsqu'on attaque, religieux. On attaque le supermarché Karcher, on attaque des juifs. Vous voyez, on attaque des juifs. Cela doit interpeller les uns et les autres. Vous savez, le peuple juif, c'est le peuple qui tient au cœur de Dieu. C'est le peuple qui nous a révélé la Bible. C'est lui qui nous a fait connaître le Messie. Le Messie est juif. Et il est juif. Alors aujourd'hui, vous savez, on assiste à quoi? Au racisme et à l'antisémitisme. Qui devient effarant. La négation du juif. Et nous qui sommes des chrétiens, nous devons ouvrir les yeux. Savoir que ce qui touche aux juifs nous touche également. Mais justement, à ce niveau, certains estiment que s'ils s'en prennent aux Juifs, c'est parce que les Juifs ont trop de pouvoir dans le monde, ont trop d'emprise sur la finance mondiale, sur l'évolution de nos sociétés. Donc ça serait un péché. Justement, ça serait un péché, selon eux, ajouté au conflit israélo-palestinien. Mais dans ce cas, on peut s'attaquer au Qatar. Le Qatar, ils sont 600 000 habitants. Ce sont les mobiles qui sont évoqués généralement. Les Qataris sont 500 000 habitants, avec la moitié de la population du Pougon. Tout le Qatar, ils sont 500 000. La moitié de la population du Pougon. Alors, on va s'attaquer au Qatar parce que vous avez des riches Qataris ou des riches Arabes, ça n'a aucun sens. Mais ce n'est pas un phénomène nouveau, non, ce n'est pas lié au fait. Non, pas du tout. C'est pas lié au fait que les Juifs sont de l'Antiquité d'ailleurs. Non, c'est pas lié au fait que les Juifs soient riches. Ça, c'est la face visible, l'iceberg. Il y a plus que ça. Il y aura guerre entre Ismaël et Isaac. Tout à fait, mais avant d'arriver là, justement... Comme nous sommes une chaîne chrétienne, il est bien de le dire, il y aura guerre. Il y aura guerre entre Israël, entre Isaac et Ismaël. Dieu l'a dit. Entre Jacob et Esaü. Bien sûr, c'est dans la Genèse. Donc ce qui est écrit, ce qui est dit, c'est pourquoi je crois à la Bible. Mais la Bible, c'est ce livre de révélation intellectuelle, c'est pour cette université. Mais je vous assure, quand je lis la Bible, je n'ai pas la même sensation quand je lis un livre de droit international, des relations internationales que j'enseigne par l'université. Ce n'est pas la même chose. Vous voyez, on revient encore à la source. On a affaire à un livre qu'il a écrit. Je suis d'accord avec lui. Demain ne sera pas mieux. On peut essayer, on peut tout essayer. Demain ne sera pas mieux. On a été créé pour la paix et la sécurité internationale. La paix ne se trouve pas là actuellement. On va peut-être aller vers la mise en place d'un gouvernement mondial qui existe déjà plus ou moins à travers le Conseil de sécurité. Déjà que les fondements de l'ONU sont clairement brisés. Et bien sûr, on va vers l'avenue
pas maintenant peut-être, mais en tout cas, on a les indices de l'arrivée de l'Antichrist. Franchement. L'Antichrist, qu'il soit le mardi ou l'autre côté. Ça confirme encore ce que dit la Bible. Justement, alors à ce sujet, vous l'avez dit, mais avant d'en arriver là, justement, est-ce qu'il n'y a pas une résurgence, un retour de la montée de l'antisémitisme perçu en Europe depuis l'Antiquité, avec l'Inquisition? On a connu les pogroms du 19e siècle qui ont conduit justement à la naissance du courant sioniste. Oui. Est-ce que ce n'est pas dans la continuité, quand on voit qu'il n'y a pas que les Arabes qui s'en plaignent, même les populations autochtones d'Europe le relèvent constamment? On en a marre du pouvoir, peut-être qu'on dit écrasant, des Juifs en Europe sur leur terre d'accueil. Il faut le dire de manière nette. Et je crois que je vais paraphraser l'Ecclésiaste. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau. Rien de nouveau. Ce qui s'est passé hier, c'est ce qui se passe aujourd'hui et se passera demain. C'est pour ça que nous qui sommes des croyants, qui sommes chrétiens, qui avons placé notre foi en Jésus, ces événements ne font que corroborer ce qui a été déjà dit. Bien sûr. Si ça ne se passait pas, la Bible ne serait pas vérité. C'est tout. Donc aujourd'hui, mais Dieu, ce qu'il a dit de sa bouche, ne se réaliserait-il pas qu'aujourd'hui, les gens s'en prennent aux Juifs? Mais Dieu l'a dit. Ils seront haïs. Les armées de Jérusalem, dans le monde entier, seront de Jérusalem, jusqu'à ce qu'ils reconnaissent le rejeton David. Et c'est écrit dans Romains chapitre 11. Ceux qui lisent la Bible, vous voyez Romains chapitre 11. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps des nations. De sorte que l'évangile est prêché partout. Les gens vont se tourner vers Christ. Mais il va arriver un temps où la persécution sera tellement forte contre des Juifs qui vont tourner les regards vers celui qui sont persécutés. Donc on voit que ça ne va pas s'améliorer pour eux parce que justement ils doivent retourner vers le Christ. Et on est vraiment, je dis encore, dans les prémices, l'accomplissement des fins des temps, de ce que dit la parole. Et donc, ça s'inscrit dans ce que l'on appelle la persécution. Et quand Netanyahou, le premier ministre israélien, vient en France pour appeler le peuple juif au retour, c'était pathétique. C'est-à-dire ils reconnaissent qu'ils sont étrangers. Comme nous, chrétiens, nous sommes étrangers sur cette terre. Notre patrie, c'est le ciel. Et donc il dit à ses compatriotes juifs que votre patrie, ce n'est pas ici. On revit les événements de l'avant-guerre mondiale entre 1920 et 1948 jusqu'à la création de l'État hébreu. Et ce qui dit se trouve dans Ézéchiel chapitre 37, les ossements qui ont été brisés, et Ézéchiel 38 aussi, 39, on va vers le retour massif d'Israël, fait des Juifs sur la terre de la Palestine. Cette année, on estime à 7000 Juifs et Français qui ont fait leur alia vers la France, justement, vers Israël. Tout comme un grand nombre de Juifs européens qui font le même mouvement. Mais avant, donc, nous sommes presque qu'au terme de notre émission. On va parler justement de la mobilisation des États africains qui sont montrés extrêmement, le mot peut-être n'est pas trop fort, solidaires de la France dans ces circonstances. Alors que, comme certains l'ont critiqué, dans nos pays, on assiste continuellement à des drames de grande ampleur, plus que ce qu'on a vu en France, et pourtant, il n'y a pas une telle prise de conscience. Qu'est-ce qui se passe, professeur Kadji? On se demande, les États africains avaient-ils le choix? Lorsque votre maître, bien sûr il faut le dire, lorsque votre maître, on le voit dans les versions simples, lorsque votre patron perd un parent, vous dépêchez aller le saluer. Mais pour avoir votre cousin qui est dans un village qui a perdu sa femme, vous n'allez jamais l'appeler parce qu'il n'est pas influent. Reconnaissons que les relations internationales sont des relations de violence. Ce sont des relations basées sur la violence et sur la puissance. Lorsque vous êtes faible, vous ne pesez pas lourd. Et lorsque en face, vous avez un puissant qui a un malheur, dépêchez-vous rapidement de vous mettre sous la protection. Sa protection, on est choqué évidemment, de voir bien sûr cette grande émotion. Un mort était mort, mais imaginez combien de personnes, combien de morts au Nigeria. On parle de 2 000 à 3 000 morts. 2000 morts entre le 2 et le 16 janvier dernier. Ça n'émeut personne. Ça n'émeut personne. Imaginez un peu tout ce qu'il y a eu comme drame avec l'Ebola. On parle de 5 000 morts, je ne sais pas, 6 000 morts. Ça n'émeut personne. Imaginez un peu tous ces cas que nous connaissons. Et évidemment, nous ne sommes pas dans une logique je m'excuse l'expression, normale, toute logique, parce que tout ce qui est logique est normal. Mais on est dans une situation de relation entre des faibles et des puissants. Et je dis quelque chose, bien sûr, les grandes puissances imposent leurs lois, imposent leur hégémonie. Donc, quand elles subissent un dommage, ou plutôt, dans tout cas, une difficulté,
petits peuples, les petits États sont obligés d'aller apporter leur soutien parce qu'en fait, leur suivi en dépend. Ça, c'est mon commentaire personnel. Il n'avait pas d'autre choix que de le faire. Mais on a vu le président Yahya Boni qui a pleuré à chaud en larmes, un peu comme Bokassa à l'époque. Bien sûr. Justement. Alors, Monsieur Nri, est-ce qu'il n'y a pas quelque part une sorte de complexe africain qui est justement le signe de la division qui règne entre les blocs continentaux? Justement, c'est un problème. Je me permets de ne pas être d'accord avec le pasteur. Allez-y. Non, je n'ai pas cette lecture-là. Il ne faut pas percevoir ça en termes de complexe. C'est la politique, la réelle politique. C'est-à-dire? Il a parlé de relations internationales. Dans les relations internationales, il y a les forts, il y a les faibles. Et puis, il faut ajouter qu'on se trouve en face d'une menace, la nature de la menace. Il s'agit du terrorisme. Il s'agit du terrorisme. Il ne s'agit pas de... Non, il s'agit du terrorisme violent. Et le Mali a fait la meilleure expérience. Acharnement là. Qui a volé au secours du Mali? La France. Au moment où notre CEDEAO, les chefs d'État africains, étaient en train de se réunir, mobiliser des fonds, mais les forces djihadistes descendaient. Justement. Il a fallu l'intervention de la France. Des soldats français sont tombés au front. Ça, on oublie de le rappeler. Des soldats français sont morts. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est de la politique. Quand on se met dans la politique, on est dans les relations internationales. Il n'y a pas de complexe. Le maître, comme on le dit, était en danger. On se rejoint quelque part. Dans une situation. Vous rejoignez quelque part. Oui, donc justement, il n'y a pas de complexe à avoir. Et dans tous les cas, lorsque les États africains vont élaborer des stratégies de lutte, ils ne pourront pas seuls faire face au phénomène de la montée de l'extrémisme musulman djihadiste. Il faut toujours compter sur l'appui des forces extérieures. Justement, l'émission tire à sa fin. Malheureusement, on aurait pu prolonger le débat, mais on vous aura compris, vous l'avez dit. Selon vous, on accepte nos réalités et on va avec. Et puis il faut savoir que c'est un drame d'être faible. Quand on est faible, c'est un vrai drame. Donc, on n'a pas à se plaindre auprès des Occidentaux, ou à les critiquer. Nous n'avons qu'à nous organiser pour devenir puissants. Mais comme il y a des bonnes nouvelles pour l'Afrique, on est sûr que dans les temps à venir, on sera mieux organisé, on sera plus puissant. On a foi avec vous, pasteur. Votre tout dernier mot en 2 secondes, Monsieur Nri. Ça a été un réel plaisir de participer à cette émission d'échange qui nous a permis de faire le tour de l'actualité de certains sujets internationales. On aurait voulu nous n'avons pas eu la prétention d'aller en profondeur, mais nous espérons pouvoir avoir d'autres opportunités pour approfondir certains. Mais ce qu'il faut dire pour terminer, c'est que la sécurité, les questions sécuritaires sont fondamentales, sont importantes, qu'il faut les adresser avec beaucoup de courage, qu'il faut une stratégie commune pour les États africains pour pouvoir lutter contre toutes les menaces qui viennent partout. Parce que ces menaces annihilent les efforts de développement des États. Déjà difficile à mettre en œuvre. Voilà, c'est donc terminé pour cette première édition de e-décryptage sur Lumière du Monde Télévision. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Je rappelle vos différents titres. Nous recevions donc le pasteur et professeur Gadji Abraham, donc professeur à l'université d'Abidjan-Cocody, professeur en relations internationales, et juste en face de lui, M. Nri Justin, qui est magistrat et conseiller technique du ministre ivoirien de la Justice. Merci également à nos chers téléspectateurs d'avoir été en notre compagnie durant ces 52 minutes. On se retrouve une prochaine fois pour ce mensuel. D'ici là, portez-vous bien et que la paix de Dieu soit avec vous. Au revoir.